Et bienvenue dans ce cours sur les modes de marche et arrêt et l'interface homme-machine. Donc pour aujourd'hui, on va revoir les modes de marche et arrêt, donc les différents modes qu'il y a sur un panneau de contrôle et comment on va pouvoir les programmer dans notre automate. Ensuite, on va regarder l'interface homme-machine et les règles d'une bonne interface. Alors, les modes de marche et d'arrêt. Ces derniers peuvent être divisés en trois grandes catégories. Donc, on va avoir les modes de production, semi-automatique et automatique, les modes d'intervention, pas à pas, par étape ou par section, manuel, électrique ou contrôlé, puis les modes d'arrêt, donc soit d'urgence, soit complet, soit simplement de cycle ou momentané. Nous, on va apprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire tous ces modes-là. On va prendre l'exemple d'un panneau de contrôle. Donc, le premier bloc ici, on a un premier sélecteur où on peut choisir soit le mode manuel, soit le mode automatique. Donc, le mode manuel se retrouve ici. Donc, un bouton pour nos actionneurs. Donc, de monter, de descendre pour un des actionneurs ici. Et un bloc moins et un bloc plus ensuite pour l'autre actionneur. On peut aussi mettre la sélection en mode automatique. Le mode automatique va se retrouver ici, donc départ, arrêt de cycle, pas à pas et lock stop. Ensuite, on peut avoir le mode semi-automatique ou continu. Donc semi-automatique, il va s'arrêter à chaque début de cycle et on va devoir appuyer sur le bouton de départ à chaque fois qu'on veut recommencer notre séquence. Ou on enclenche le mode continu et il va pouvoir faire sa séquence en boucle. Puis on a ici évidemment le bouton d'arrêt d'urgence. On va regarder maintenant en détail chacun de ces boutons. Mode de production d'abord. Mode de production, le semi-automatique. Comme je vous ai dit, dans ce mode, il faut appuyer à chaque fois sur le bouton de départ pour partir la séquence. Sinon, il va rester en une étape initiale et il ne va pas bouger. Il va attendre l'enclenchement du bouton de départ de cycle. En automatique ou continu. Donc, dans ce mode, il va falloir appuyer une seule fois sur le bouton de départ pour pouvoir partir la séquence et celle-ci eh bien, fonctionnera en boucle. On n'aura pas besoin d'appuyer sur le bouton de départ de cycle. Là. Mode d'intervention maintenant. Donc là, on était dans les modes de production. Est-ce que la séquence part en automatique, en boucle, etc. Là, on va faire de l'intervention. Donc, l'opérateur va venir s'immiscer dans le fonctionnement de système pour pouvoir faire une intervention, un débugage, etc. Donc, on va avoir le mode manuel. Ce mode va permettre de contrôler manuellement les différents dispositifs de sortie du système, donc les actionneurs qu'on a à l'intérieur de notre automatisme, par exemple des vérins, un moteur, etc. Ce mode est utile afin de replacer le système en position initiale en début de cycle suite à un arrêt d'urgence ou bien lors d'un blocage de la machine. Donc évidemment, ça arrive que dans un système, je sais pas moi, il y a une boîte qui va sortir de sa course normale et là il faut tout de suite appuyer sur l'arrêt d'urgence. L'opérateur avait besoin tout de suite d'appuyer sur l'arrêt d'urgence pour éviter, par exemple, le bourrage. Et donc, il va falloir pouvoir recommencer notre cycle en position initiale. Et donc, pour pouvoir replacer en position initiale, il faut qu'on ait un accès en mode manuel. Pas à pas. Maintenant, à partir du mode manuel, l'opérateur peut utiliser ce mode pour tester la séquence une étape à la fois. Donc, à chaque fois, le bouton pas est enfoncé, la séquence passe à la prochaine étape. Donc ça, c'est pour venir tester le système, pour pouvoir venir débugger, par exemple. On va vouloir faire la séquence pas à pas et voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
et vérifier en fait, par exemple pour la première initialisation du programme, eh bien on va faire une séquence pas à pas pour s'assurer que chaque étape vient bien se réaliser sans aucun problème. Mode d'arrêt maintenant, on va voir l'arrêt d'urgence. Normalement, le bouton de ce mode est rouge et de type tête de champignon afin d'être facilement repérable par l'opérateur en cas d'urgence. L'arrêt d'urgence agit de façon matérielle et logicielle. Donc, un arrêt d'urgence, vous l'avez tous vu normalement, c'est un bouton vraiment classique. Et si on veut le débloquer, eh bien, il faut non pas rappuyer sur le bouton ou autre, il faut vraiment venir le twister pour qu'il puisse se débloquer et revenir là dans sa position initiale. Quand on va venir appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence, il va se bloquer dans la position appuyée et on va devoir venir le twister, comme je vous ai dit, pour le débloquer et pouvoir faire repartir notre séquence là. C'est pour une sécurité au cas où si un opérateur de l'autre côté de la pièce vient appuyer sur un bouton de départ de cycle, comme il a vu que la machine s'est arrêtée, mais lui il ne sait pas forcément que de l'autre côté un arrêt d'urgence est appuyé. Donc là c'est pour pouvoir faire un arrêt d'urgence et un arrêt de la séquence de manière matérielle. Accès verrouillable. Donc, ce bouton pour soi permet l'arrêt complet du système en tout temps. Cet arrêt est cadenassable et permet donc à un technicien d'aller faire de la maintenance ou de la réparation dans la machinerie en toute sécurité. Donc là, cet arrêt, on va avoir un cadenas qui va pouvoir être accroché dessus et avec ce cadenas-là, le bouton ne peut pas être modifié d'état. Donc, on va avoir un arrêt forcé de la machine de façon matérielle et c'est seulement la personne qui a la clé du cadenas qui peut l'ouvrir et donc pouvoir faire repartir la machine. Donc, ça permet effectivement une sécurité là au niveau de la maintenance et de la réparation du système. On va avoir l'arrêt de fin de cycle. Donc, c'est un bouton poussoir qui va permettre d'arrêter la séquence en cours à la fin de son cycle. Donc là, la séquence du graph 7 va se compléter jusqu'à la fin et le système va s'arrêter quand il va pouvoir revenir en étape initiale. Et là, il va attendre à l'état initial et l'appui du bouton de départ de cycle pour faire en sorte que le système redémarre. Donc là, c'est un arrêt de fin de cycle. Maintenant, un arrêt momentané, c'est un bouton poussoir qui va permettre d'immobiliser temporairement la séquence à l'étape où elle est rendue. Donc, c'est à n'importe quel moment, si on appuie sur l'arrêt momentané, eh bien, la séquence s'arrête tout de suite à l'étape où elle est rendue. Puis, quand on va vouloir repartir la séquence, donc on va appuyer sur le bouton de départ, eh bien, la séquence va repartir au même endroit où elle s'est arrêtée et continuer son processus, donc son graph 7 par la suite. On va regarder maintenant au niveau de la sécurité de l'automatisme. Donc pour les boutons de marche, dans un automatisme, tout bouton poussoir servant à la mise en marche d'un système est toujours normalement ouvert. Donc nous, on va prendre un petit circuit là pour mettre en image. Donc on a toujours le bouton de marche ici qui va être un normalement ouvert. Donc quand on va venir appuyer, là, ça va venir faire passer le courant et activer notre relais. Par contre, on a un bouton d'arrêt qui lui va être toujours en normalement fermé ici. Donc à quoi ça va servir cette sécurité là? Donc avoir un normalement ouvert en bouton de marche et un normalement fermé en bouton d'arrêt. C'est que si on appuie sur les deux en même temps, eh bien ici, les deux
boutons en même temps, eh bien ici, on va pouvoir venir couper l'alimentation de notre relais. Et par sécurité, eh bien, on n'aura pas d'alimentation qui va finalement se balader dans notre circuit là. Donc on va avoir une coupure par défaut de notre courant. Et donc c'est avec cette base-là qu'on va venir faire en sorte que la sécurité dans notre système, eh bien, elle est d'abord faite physiquement et matériellement. Donc on va avoir un bouton normalement fermé, toujours dans des boutons d'arrêt. Donc il va falloir le prendre en compte là, dans notre graph dans notre traduction en ladder. Toujours faire attention quand on prend des contacts normalement ouverts ou normalement fermés au niveau quand on vient chercher l'information des boutons poussoirs d'arrêt et des boutons poussoirs de marche, puisque ici, vu que c'est un normalement fermé, eh bien, cela va inverser, si vous voulez, la logique des contacts à l'intérieur de notre automate. Donc, si vous ne vous souvenez pas de cette logique-là, je vous réfère au cours numéro 3, où on a vu un peu comment brancher justement les contacts normalement ouverts et normalement fermés en fonction de ce que l'on reçoit en entrée, en input dans notre automate là. Pour le mode marche et arrêt de fin de cycle. Donc comment on va pouvoir ajouter un mode d'arrêt de fin de cycle? Donc on va avoir tout d'abord un graph classique avec un bouton de départ pour démarrer notre séquence. Ensuite, le moteur va à droite, le capteur de droite est activé, notre moteur va à gauche, notre capteur de gauche est arrivé et le graph revient en position initiale. Comment ajouter finalement notre arrêt de fin de cycle? Donc, soit on ajoute notre bouton d'arrêt ici. Donc, ici, vous voyez bien que et arrêt est actif puisque c'est un normalement fermé. Donc, on reçoit un 1 ici s'il n'est pas enclenché. Donc, on va avoir départ et arrêt comme condition initiale. Ensuite, on va arriver à la fin de notre graph et on va regarder finalement si notre bouton d'arrêt n'est toujours pas appuyé. Eh bien, on va pouvoir continuer à faire notre cycle. Et par contre, si notre bouton d'arrêt est appuyé, donc on a arrêt barre, okay, donc vu qu'on a arrêt barre, c'est qu'on reçoit un 0 à l'intérieur de notre input de automate. Et donc, si on reçoit un 0 d'un normalement fermé, eh bien, c'est qu'il a été ouvert. Donc, s'il a été ouvert, c'est qu'il a été appuyé. Donc, on veut un arrêt de fin de cycle. Et donc, on va pouvoir revenir ici à l'étape X1 qui est notre étape initiale. Donc ça, c'est notre première solution pour l'arrêt de fin de cycle. Là, on va faire attention à la condition arrêt puisque le bouton poussoir est physiquement NF comme je vous l'ai expliqué là. Cette solution permettra à l'opérateur de faire un arrêt uniquement s'il appuie sur le bouton d'arrêt lorsque on a l'étape 3. Ce n'est pas une solution convenable. Donc, vous voyez ici, c'est à ce moment-là, si le bouton poussoir de notre arrêt de fin de cycle est enclenché, là, il va le prendre en compte. Mais à tout moment, en fait, dans la séquence, nous, on souhaite avoir un arrêt de fin de cycle, puisqu'on veut que le cycle se continue et s'arrête ici à X1. Donc, ce n'est pas une solution viable. Ça pourrait
la logique est là, mais finalement, réalistiquement, quand on appuie sur un bouton d'arrêt de fin de cycle, c'est qu'on veut l'appuyer un peu à n'importe quel moment de notre graph set. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter cette gestion de mémoire d'appui du bouton poussoir? Eh bien, c'est en créant un second graph set. Donc, on va avoir un graph set en parallèle. Donc, on va avoir un GPN, un graph set de production normale et un graph set de mode de marche. Donc, le graph set de production normale, lui, va intégrer les étapes, ici dans ces transitions, les étapes du graph set de mode de marche. Et on le retrouve ici aussi. Donc, si on regarde notre graph set de mode de marche, eh bien, en position initiale, on a le système qui est en arrêt. Ensuite, si on veut faire le départ de notre cycle de production normale, eh bien, on reprend les transitions qu'on avait ici dans la première étape, dans la première transition de notre graph set, et on va les mettre dans la transition de notre GMM pour pouvoir faire le départ de notre système et faire en sorte que notre système est en marche. Donc ici, on met entre guillemets puisque ce sont des commentaires finalement. On n'a pas d'action réellement qui se passe dans nos étapes. C'est seulement pour nous indiquer que là, à l'étape X21, notre système est en marche. Donc là, on est passé à l'étape X21 et X21 se retrouve dans la transition de notre étape 1 vers la 2. Donc une fois qu'on a X21 d'enclenché, c'est qu'au final, on a eu départ et arrêt d'enclencher. Donc c'est les mêmes conditions de départ que on a vu un peu plus tôt pour ce graph set là. Donc là, le graph set va pouvoir passer à son étape 2 puisque les conditions sont réunies. Et on va pouvoir arriver ici à la prochaine étape de notre GMM. On va avoir G et X22 bar pour pouvoir faire le cycle en continu. Donc X22 bar, si on regarde, X22 est une demande d'arrêt. Donc quand on va venir appuyer sur notre bouton poussoir d'arrêt, eh bien là, le GMM va changer d'étape et va s'enclencher en X22. Vu que X22 et X21 n'ont pas à faire ici dans le reste du graph set, eh bien c'est au moment où il va vouloir être évalué, donc au niveau de nos transitions ici, G et X22 bar, on va pouvoir regarder finalement si notre X22 est bien enclenché. Donc là, je ne l'ai pas encore enclenché, donc il va pouvoir faire notre graph set en boucle. Par contre, là, si notre bouton d'arrêt est enclenché, donc on appuie sur notre bouton poussoir NF, donc on vient recevoir un 0 ici, et donc un 0, c'est bien arrêt bar, et arrêt bar est enclenché, donc on va pouvoir aller à l'étape X22. Maintenant, vu que X22 est actif, eh bien, on va avoir G et X22, puisque l'étape X22 maintenant est en demande d'arrêt, donc le bouton poussoir arrêt a été activé, eh bien, il va pouvoir revenir en étape initiale. Donc c'est comme ça un peu qu'on va pouvoir faire une mise en mémoire d'un appui d'un bouton poussoir pour faire un mode d'arrêt de fin de cycle. On va avoir un deuxième graph set.
Cette solution permettra à l'opérateur de faire un arrêt de fin de cycle à n'importe quel moment durant la séquence. Maintenant, on va regarder un petit peu en général notre GMM, comment est-ce qu'on va le monter. Donc, première étape initiale, bon ben, je vous rappelle ici, ce sont des commentaires, on n'a pas d'action qui se passe, à moins que vous avez vraiment une demande d'action spécifique, une lumière qui s'allume par exemple à l'activation d'une demande de fin de cycle par exemple, ou que le système est en marche. Donc, première étape ici, ça va être le système en arrêt. Donc, on va attendre ici que la condition de départ soit enclenchée. Donc, on va mettre les conditions initiales de notre système, ainsi que le bouton de départ de cycle, ainsi que le bouton d'arrêt qui n'est pas enclenché. Ensuite, on a le système est en marche quand on appuie sur le bouton de départ de cycle. Et pour passer à la suite, eh bien, c'est la condition d'arrêt de fin de cycle. Donc, quand on va venir appuyer sur notre bouton normalement fermé de fin de cycle, eh bien, on fait une demande d'arrêt. Donc, on va passer ici en X22 et X22 va pouvoir être utilisé dans notre graph-set de production normale pour pouvoir revenir à l'étape initiale. Il va venir évaluer le X22, puis venir finalement arrêter ou non le graph-set. Et dernière étape ici de notre GMM, eh bien c'est la détection de la fin du cycle. Donc la détection de la fin du cycle, c'est qu'on est arrivé dans notre étape initiale du graph-set de production normale. Donc généralement ici on va mettre X1. Autre graph-set qu'on va avoir, c'est un graph-set d'arrêt d'urgence général. Donc GAU. Donc notre GAU va avoir deux étapes. On va avoir X30 qui est l'état normal, donc il n'y a rien à signaler. Par contre, il va être enclenché à l'étape 31 si on appuie sur l'arrêt d'urgence. Donc quand on va venir appuyer sur l'arrêt d'urgence, c'est qu'on veut forcer l'arrêt de tout sur notre circuit. Donc, on va venir f/gpn xinit. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir faire le forçage de nos étapes du GPN, donc du graph-set de production normale, en étape initiale. Donc l'étape initiale généralement du GPN est X1. Je ne dis pas que c'est pour tout, mais là dans les exemples qu'on vient de voir, on vient de voir que c'est X1. Et notre GMM, eh bien, l'étape initiale, ça va être X20. Donc, on va venir forcer nos deux étapes ici à s'enclencher et faire en sorte que les graph sets reviennent en leur position initiale et ne repartiront pas à un endroit random dans le graph set quand on viendra réenclencher l'état normal. Donc, le graph-set d'arrêt d'urgence va venir faire un forçage des étapes. Et la Y31, ça va venir faire relâcher l'arrêt d'urgence. Donc, quand on le désenclenche, on va pouvoir revenir en état normal. Forçage, on force l'étape initiale, donc Xinit, à être activée et toutes les autres à être désactivées, bien évidemment. Donc, on va venir dans le graph-set, dans le ladder, à s'assurer que l'on n'a pas X31 au niveau de toutes nos étapes et pour pouvoir faire justement ce graph-set-là et ce forçage d'étapes-là.
Voici un graph-set de production normal. Je vous demande de faire le GMM et le GAU. Une lumière rouge doit s'allumer quand le système est en arrêt d'urgence. Une lumière verte doit s'allumer quand le système est en marche. Et une lumière rouge doit s'allumer quand le système est en arrêt. On va avoir aussi la traduction des graph-sets à faire en équation ladder. Donc, à vous de prendre votre GMM, votre GPN et votre GAU et de les traduire en ladder pour pouvoir regarder un petit peu et vous essayer à faire le forçage. Là. On va s'intéresser maintenant à l'interface homme-machine. Donc, je vais prendre la définition là, de Wikipédia pour vous donner une idée générale de ce que c'est. Donc, les interfaces homme-machine ou IHM. Donc, moi, je dis HMI puisque en anglais, c'est Human Machine Interface et c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans le langage commun. Là. Ça va être un moyen et des outils qui vont être mis en œuvre afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine. Donc vous avez déjà commencé à voir avec RSView 32 comment est-ce qu'on peut faire cette interface-là. Donc je vous les ai laissés jouer un petit peu avec ça. Mais là, je vais vous donner un peu plus de règles, un petit peu plus d'outils pour faire quelque chose de standardisé et de plus visuel, de plus qui va rentrer un petit peu plus dans les normes. Les ingénieurs dans ce domaine étudient la façon dont les humains interagissent avec les ordinateurs ou entre eux à l'aide d'autres ordinateurs, ainsi que la façon de concevoir des systèmes qui soient ergonomiques, efficaces, faciles à utiliser ou plus généralement adaptés à leur contexte d'utilisation. Donc c'est surtout ça qu'on va voir dans les règles, les conseils, l'ergonomie, l'efficacité et la facilité d'utilisation et comment on peut faire ça. Donc les interfaces homme-machine, là, c'est pas nouveau. Par contre, dans le temps, les interfaces étaient comme des énormes panneaux de contrôle, comme on peut voir ici et ici. Ça prenait une pièce entière et finalement, les ingénieurs, les contrôleurs, les opérateurs, eh bien, pouvaient voir le statut de leur usine avec tous ces immenses panneaux de contrôle et ces boutons qui pouvaient ajuster. Là. Donc c'était vraiment des salles de contrôle pour une usine. Par exemple, là, on voit le petit signe pour le nucléaire, donc c'est sûrement une usine de nucléaire. Là. Maintenant, avec évidemment l'amélioration des ordinateurs, la miniaturisation de l'électronique, etc., eh bien, on peut avoir un overload d'informations. On va avoir de l'information un peu partout, puisqu'on peut avoir des systèmes avec des plein d'écrans comme ici. On va avoir des systèmes aussi surchargés d'informations comme on peut voir sur la gauche. On va avoir des grandes quantités de données qu'il va falloir traiter et est-ce que finalement toutes ces données-là vont être utiles à l'organisation et à la décision qu'il va falloir prendre là. Donc, il va falloir, on a des écrans qui sont inefficaces, qui ne sont pas ergonomiques. L'information est difficile à trouver. Et en plus de ça, on va avoir une utilisation inappropriée des graphiques. Donc, on va avoir des informations qui vont pas forcément être utiles à afficher. Et ça va faire en sorte d'avoir un écran un peu trop surchargé d'informations qui ne sont pas utiles. Donc c'est ça qu'on va voir et comment mettre en place là, quelque chose de clean et d'utile. Donc dans un écran de interface homme-machine, on doit avoir les informations nécessaires pour faire des décisions en quelques secondes. Donc là, je vous ai mis une petite image de
personnes qui font du yoga. Là, il y a tellement d'informations que là, si je vous demande de trouver euh, le l'homme qui a un bras, qui met un de ses bras sur son épaule, en fait, qui n'a pas les deux bras tendus, là. Donc là, si vous voulez faire trouver cette information en quelques secondes, vous avez vraiment de la difficulté, puisque sur l'image, il y a tellement de personnes, il y a tellement de choses à regarder et à visualiser et à interpréter qu'on ne sait pas finalement, on n'arrive pas à trouver l'information qu'on veut. Donc, juste pour vous indiquer, là, il est là le petit, la petite personne en haut à droite. Donc, les interfaces homme-machine, il faut que on puisse faire des décisions en quelques secondes. Donc, si on a un problème sur notre système, eh bien, on a toutes les informations nécessaires sur notre écran pour pouvoir justement faire ces décisions-là. Donc, si on extrapole ça un peu cette image au niveau d'une usine, donc là vous avez finalement une usine qui est représentée là en supervision, puis vous voyez que ce n'est pas très facile finalement à visualiser. Là on a un peu de circuits un peu n'importe où, puis des informations qui sont là, des des quantités, des pressions, un peu tout pêle-mêle là. Puis en plus, on voit qu'on a d'autres onglets à aller checker pour voir si notre système va bien. Là, vous voyez que c'est un petit peu pêle-mêle et qu'il faut que ce soit un opérateur déjà aguerri, qui soit déjà au courant de tout ce qui se passe sur son système pour effectivement faire une décision en quelques secondes. Mais une interface homme-machine devrait être compréhensible par la plupart du monde en dans les quelques minutes là, de la mise de ce que vous avez en fait à l'écran. Une personne qui se met à l'écran d'une interface devrait directement comprendre quelles informations sont reliées à quoi exactement. Là. Donc là, c'est pas ce qu'on a. Et là, pareil, est-ce que c'est une bonne interface homme-machine? Vous voyez là, il y a comme une interface un peu en 3D, c'est peut-être un petit peu mieux que l'autre, mais encore là, il y a, il y a un fond ici qui est violet, les machines sont vert fluo, les tubes sont gris, mais après ça, il y a d'autres tubes ici, j'imagine, pour la vapeur peut-être, qui sont en bleu, d'autres ici qui sont en jaune, ici en rouge. On voit qu'il y a eu une espèce d'artiste qui est passé ici, mais finalement, l'ergonomie et la facilité de visualiser les informations, eh bien, est très difficile dans cette finalement interface. Là. Il y a trop de couleurs, trop d'informations visuelles d'un coup pour que ce soit facile de se repérer. Là, ça, c'est une interface beaucoup plus facile à repérer les informations. Donc, vous voyez, là, les alarmes, eh bien, vont être en couleur. C'est ce seulement pour les alarmes qu'on va avoir de la couleur qui va être pertinente. Donc là, vous avez des couleurs ici aussi, mais c'est des couleurs très pastel, très diffusées, pour ne pas attirer l'œil sur ceci et qu'il sorte finalement de notre interface là. Donc l'œil va être attiré par les alarmes qu'on a ici. Donc on va avoir une alarme, vous voyez, directement on arrive à la repérer. Donc là vous voyez, bon bah par exemple le bicarbonate là est en low level. Donc là l'opérateur va pouvoir dire
à son technicien, oh ben il va falloir remplir les réservoirs là de bicarbonate puisqu'ils sont à l'eau. Puis ici aussi, on va avoir une production qui est en mode arrêt. On a une alarme qui est dans le rouge. Donc on voit que les unités par minute, là on voit que sur notre chaîne là, on a un problème. Donc on voit que c'est le palettiseur. Vous voyez, très facile à repérer quel graphique est avec quoi, et c'est très clean finalement d'informations, et les couleurs ne sont utilisées que pour les alarmes. Les couleurs en tout cas qui sont très intenses, eh bien sont spécifiquement utilisées pour les alarmes ou ce qu'on veut qui ressort dans notre interface là. Puis sur les côtés, ici aussi, on a un accès rapide à à notre système, mais dans notre interface ici, toutes les informations nécessaires pour cet opérateur-là sont facilement euh, accessibles là. Donc là, vous voyez les jauges, par exemple, on voit directement si la température est bien dans ce qu'on attend et bien dans la normale. Là, c'est un exemple d'interface qui est user-friendly et ce qu'on attend en fait d'une interface là. Donc, première règle, je vais vous donner un petit peu des règles pour vous aider à construire finalement votre interface et à faire quelque chose de plus léger et de suivre finalement ces règles-là. Et elles vont vous aider finalement à faire la construction de votre interface. Donc, première règle, ça va être de rendre les informations importantes, évidentes et faciles à trouver. Donc, ça paraît peut-être obvious là, mais des fois, c'est facile de perdre le fil, surtout quand on a beaucoup d'informations disponibles et qu'on veut pouvoir afficher dans notre interface, mais il ne faut pas perdre le fil de ce qui est important. Donc, par exemple, dans un opérateur, dans la salle de contrôle, il va passer des heures au bureau à étudier de nombreux écrans pour surveiller le processus. Mais par contre, un opérateur sur un appareil mobile, il va passer une fraction de ce temps-là à regarder brièvement seulement une partie du contenu. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que habituellement, on a des écrans et des salles de contrôle énormes pour toute notre usine, mais maintenant, vu qu'on peut avoir les interfaces directement connectées sur notre cellulaire, eh bien, il faut faire en sorte que l'information soit succincte et précise et que ce soit l'information importante là qui soit affichée dans notre interface. Donc, il n'y a pas juste les gros écrans qu'il faut prendre en compte, mais aussi la portabilité là, de votre interface sur un système mobile. Pour ça, on peut utiliser des images. Donc, une image, comme vous savez, elle vaut 1000 mots. Là. Donc, simplifier la stratégie de navigation en utilisant des icônes au lieu de mots pour créer un contenu de haute fréquence comme l'écran principal, les alarmes, les tendances qui vont être intuitivement faciles d'accès. Donc là, je vous ai mis des petites icônes qui sont déjà des icônes qu'on utilise tous les jours. Vous le savez pas, mais finalement, le petit symbole ici, c'est forcément la maison, donc l'écran d'accueil. La petite roue dentée, ça va être forcément les settings. Là, la petite cloche, ça va être nos alarmes. Là, le petit graphique, ben, ça va être les trends. Le petit point d'interrogation, ben, ça va être l'endroit d'aide. Et le petit panneau un petit peu d'interdit, eh bien, ça va être cancel, donc annulé. Donc, vous savez déjà que ces icônes-là, eh bien, sont quelque chose que l'information qui vont être reliées à ces icônes, mais vous le savez déjà qu'est-ce qu'il y a derrière ces icônes. Donc, au lieu de mettre le mot settings, ben, vous allez avoir seulement la roue dentée. Là. Donc ça va permettre d'alléger votre
votre interface et votre système. Ensuite, pour les systèmes, les moteurs par exemple, eh bien là vous avez un moteur qui va être grisé et à côté vous allez mettre stopped. Ensuite vous avez votre moteur qui est finalement clair et vous avez running. Donc là vous avez les deux états de votre moteur qui sont très facilement identifiables. Donc vous allez pouvoir intégrer ici les personnes colorblind. Donc ici, quand on a un moteur beaucoup plus foncé, et en plus vous avez l'écriture ici stopped, okay, pour bien indiquer le système. Et puis là, troisième cas, eh bien vous avez un petit icône, vous voyez ici avec une clé. Puis forcément un petit triangle, ça vous indique qu'il y a un warning sur votre moteur. Donc ça vous indique visuellement qu'il y a un problème sur votre moteur là. Donc même pas besoin d'avoir une phrase juste à côté qui vous dit on a un problème. Non, juste une petite icône peut vous indiquer qu'on va avoir un problème. Et là, c'est quand on va venir appuyer sur le bouton, par exemple, Product numéro 1, là, que là, on va venir afficher le message de warning et qu'on va vouloir voir en détail c'est quoi le problème là. Donc rendre les informations importantes, évidentes et faciles à trouver. Deuxième règle, quand vous faites la conception de votre interface, vous l'imaginez là pour un petit écran tactile. Donc, comme je vous ai dit, les interfaces on-machine sont de plus en plus portables. Donc, vous pouvez directement l'avoir soit sur votre cellulaire ou alors vous avez des tablettes qui vont être directement connectées à votre système là automatique. Donc là, c'est si en fait si votre HDMI là est disponible sur une application mobile partout dans l'usine ou est affiché à différents postes de travail. Là. Donc là, c'est plus pour le futur. Dans votre usine, il n'y aura pas forcément d'écran tactile ou de petit écran tactile ou de portabilité. Mais là, c'est juste pour prendre en compte là, les nouvelles trends. Donc la conception pour écran plus petit va forcément activer la clarté. Okay? Comme la première règle, hein, c'est un peu ça découle un petit peu de la première règle que je vous dis de faire ressortir finalement l'information importante. Ben là, ça va vous forcer à ressortir la clarté. Et donc, vous n'avez d'autre choix que de hiérarchiser l'information et d'éliminer tout contenu qui ne fournit pas de valeur clé. Ensuite, la conception d'écran plus grand devient soudainement beaucoup plus facile car on a défini les éléments clés. Donc, vous parlez de plus petit pour ainsi aller plus grand. Comme ça, quand vous allez avoir l'affichage sur votre poste de travail là, qui reste permanent avec un grand écran d'ordinateur, eh bien, vous avez directement les informations clés qui sont dessus. Donc ça va permettre plus de flexibilité pour le contenu secondaire et tertiaire. Donc tout ce qui est un petit peu moins important, eh bien vous allez avoir plus de flexibilité et vous pouvez l'intégrer plus facilement là des écrans plus grands. Ça va aussi faciliter l'interaction des utilisateurs avec le contenu et les contrôles en donnant à chaque élément interactif un espace suffisant. Donc ça, c'est spécialement pour les écrans tactiles. Donc toujours faire en sorte d'avoir assez de place dans votre écran là, de mobile pour pouvoir jouer avec les boutons de l'interface. Donc pas faire les boutons d'interface trop petits, là, les boutons d'action trop petits. Donc c'est ça que ça veut dire. Troisième règle, ça va être de garder les graphiques simples, donc pas trop se compliquer là la tête.
il va falloir éviter l'utilisation de la couleur. Donc, comme on a vu là dans l'espèce d'interface avec la représentation 3D avec le fond violet, on voit que toutes les informations importantes se perdent finalement dans l'utilisation de la couleur. Donc, on va utiliser la couleur sauf pour représenter des anomalies ou des états anormaux. Donc, on va éviter les animations ou les mouvements, sauf que lorsque c'est nécessaire pour mettre en évidence un état anormal. Donc, une surutilisation de la couleur et de l'animation détourne l'utilisateur des données considérées comme importantes. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, dans l'exemple ci-dessous, là, dans cette petite image, l'élément d'affichage, en fait, ici, on va avoir le vert, c'est running, là vous voyez il est enclenché, on va avoir le stop, c'est un peu un modèle, si vous voulez, pour pouvoir montrer le statut du graph7. Donc, c'est une référence là, visuelle rapide de l'état de la séquence. Vous voyez s'il est en running, si on est en arrêt, etc. Donc, pour un utilisateur, il va s'agir probablement d'informations suffisantes pour prendre une décision. Donc, parce que la décision, on veut souvent prendre des décisions par rapport au statut du système et c'est grâce à l'interface homme-machine qu'on voit un petit peu tous les éléments importants du système et que on va pouvoir prendre des décisions. Donc, d'arrêter, de venir remplir des réservoirs, etc., etc. Donc là, si ces informations, si on a besoin d'informations supplémentaires, eh bien, on va pouvoir venir cliquer sur, par exemple, cette petite information. Donc là, il y a un petit point d'interrogation dessus et ça va venir nous dire, ah, ben, on est en simple séquence, on est en séquence normale et on est dans l'étape 1 qui est la position du vaisselle. Donc là, c'est si on a besoin d'un peu plus d'informations, et bien là, on va venir cliquer sur un bouton qui va nous popper un affichage contextuel qui va fournir des informations détaillées sur notre séquence. Donc là, je vous ai mis un petit peu les sources HMI que j'ai utilisées pour vous énoncer ces petites règles-là. Donc ça fait pas mal le tour sur la séance d'aujourd'hui. La prochaine séance, on va faire un graph7 avec mode de marche et d'arrêt, après avoir fait la correction évidemment de l'exercice en classe, là.